Bonjour à tous, ravi de vous retrouver les amis. Et aujourd'hui, un petit moment d'émotion, j'ose le dire, puisque notre invité pour ce nouveau numéro de l'After Lap, le podcast du sport auto, j'ai l'honneur de recevoir Franck Lagorce. Salut Franck. Salut, bonjour à tous. Ce cher Franck que je connais depuis plus de 25 ans, j'ose le dire. On va revenir évidemment sur quelques pans de ta carrière que j'ai suivi aussi, Franck. Mais on voulait t'avoir aujourd'hui pour avoir le plaisir de converser avec toi, pour te rendre hommage certainement, parce que tu nous as annoncé une drôle de nouvelle, un peu émouvante, et je voulais avoir tout de suite ton avis et donc te consacrer un épisode. J'ai vu ta petite vidéo à Val Thorens où tu as les larmes aux yeux, on le voit bien, où tu annonces que c'est ta dernière course. Donc tu nous annonces la fin de ta carrière, c'est littéralement ça. Ouais. Tu sais, ça faisait déjà un petit bout de temps que j'y pensais. Déjà, merci d'avoir pensé à moi, Laurent Je Frédéric, t'en parce que prie. ça fait des années qu'on se connaît et c'est vrai qu'on a partagé des moments durs et des moments sympas et je vois que tu es fidèle. Euh, Merci. mais voilà, en fait, je ne savais pas trop comment et quand ça allait se passer. Et j'étais sur l'après-grille donc à Val Thorens et à un moment, la personne qui nous met en grille nous dit bah attends, il y a encore 10 minutes parce qu'il y a un souci avec une voiture, machin. Donc bon, j'attends. Puis d'un moment, je réfléchis parce que quand tu es dans la voiture, tu es concentré. Tu penses à rien et puis d'un seul coup, je me dis mais putain, mais c'est quand même ma dernière course quoi. C'est la dernière course de ma carrière. Ça fait depuis l'âge de 10 ans que je fais ça, donc 42 ans maintenant. J'ai eu la chance d'en vivre pendant 35 ans, enfin 37 ans. C'est quand même une carrière extraordinaire parce que tu vis de ta passion. Alors même si tu n'es pas champion du monde de Formule 1, tu vis de ta passion. Moi, je préfère faire ça que d'être une fois quelque part et puis de me retirer. Et donc, en fait, à ce moment-là, tu es dans la voiture, tu dis, bon, euh, je prends mon téléphone, j'enlève mon gant et, et j'ai voulu instantanément, parce que je suis un pilote d'instinct, j'ai toujours été comme ça et je le serai toujours. Et donc voilà, c'était à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, c'était comme ça. Voilà, j'ai fait cette annonce sur les réseaux sociaux en disant, ben voilà, c'est ma Oui. dernière course. Et je remerciais tout le monde, sans rentrer dans les détails. Et puis en plus, il y avait une superbe image, c'est que quand j'ai commencé ma carrière en karting, j'ai commencé avec Yvan Muller. Oui. Moi j'avais 10 ans, lui il avait enfin moi j'avais 11 ans, lui il avait 10 ans. On a été Mhm. champion de France la même année. D'ailleurs, il y a une photo avec Jacques Lafitte au pavillon d'Armenonville. Et je finis ma carrière chez Yvan Muller, tu vois. Ah oui. Tout était réuni pour que ce témoignage d'amour avec les fans et avec mes amis, ma famille, mes partenaires, prestataires, les team managers, mes équipiers, ben voilà, c'était là. C'est ces quelques minutes là. Ah C'est oui. génial. Oui, écoute, en tout cas, très belle séquence et très émouvante, ça c'est sûr, et je suis certainement pas le seul à avoir moi-même eu un petit peu la boule au ventre parce que on se mettait à ta place, mon cher Franck. Mais alors, pourquoi quand même aujourd'hui, en 2021, en février, tu nous annonces ça? Quel a été un peu le process? Euh, alors tu sais, moi je suis un petit peu, je ne vais pas dire différent, c'est prétentieux, mais un petit peu décalé par rapport à ce système. J'ai eu la chance d'en vivre pendant 35 ans, comme je te disais tout à l'heure, 37 ans, je vais y arriver. Ouais. Euh, pour moi, quand tu en vis, ça veut dire que tu es payé pour faire ce métier-là. Et donc, tu es prêt à mourir pour faire ce métier-là. Et tu es prêt à prendre tous les risques pour réussir. Ça a toujours été ma devise. C'est-à-dire que si tu as peur de monter dans la voiture pour gagner une course et d'y laisser ta peau, tu montes pas dans la voiture, tu fais autre chose. Et voilà. Donc, moi, j'ai jamais eu peur, je m'en suis bien sorti. C'est vrai qu'un bon pilote, c'est souvent un vieux pilote. Mais bon, en tout cas, Hmm. il y a un moment, j'ai 34 fractures. Ah oui. Bon, à un moment, tu vois, tu prends des risques et puis après, il y a trois conditions pour moi. Un, alors, il n'y a pas d'ordre, mais un, Hmm. il faut des bons équipiers qui vont aussi vite que toi et qui te surclassent et que tu vas surclasser. Ça, c'est la première chose. Si tu montes dans la voiture, tu vas battre quelqu'un qui a le même baquet que toi, les mêmes pneus que toi, tu dois être meilleur que lui. Et à lui d'être meilleur que toi et ainsi de suite. Mhm. Ça te Mhm. tire vers le haut. Deux, il faut avoir une bonne auto. Donc, quand tu as une bonne auto, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que tu puisses rivaliser avec les autres dans le même dixième, le même centième, et tu sais pourquoi tu fais ce métier-là. Mhm. Mhm. Et trois, il faut gagner de l'argent. Voilà. Ouais. Et voilà, et donc à partir du moment où ces trois critères ne sont pas réunis, tu vois, cette année ou sur les dernières années, effectivement, j'avais des contrats sympas, je suis très heureux de représenter les gens que je représente. Mais quand tu sors d'une voiture, Hmm. que tu t'es fait extrêmement plaisir, mais vraiment plaisir,
et que tu es persuadé d'avoir gagné une manche de l'Andros ou autre chose en Ouais. disant ah putain, j'ai joui quoi, Ouais. et que tu es à 2 secondes au tour ou une seconde au tour, ah, il y a un problème. Alors, Ouais. on peut toujours dire que c'est la voiture, on peut toujours dire que ça, que si, mais au-delà de ça, je ne peux pas concevoir ce métier comme ça. Mhm, mhm. C'est comme si tu avais un super cuisinier qui n'avait pas les bons ingrédients. C'est pareil. Voilà. D'accord. Ok. Mhm. Et, et voilà. Donc c'est pour ça tout simplement qu'à un moment, bah, j'ai décidé d'arrêter. Ça faisait un petit bout de temps que ça me trottait. D'accord, Voilà. ok. Alors cette image qui est derrière moi que j'ai mise, bah, c'est celle qui te symbolise ces dernières années, c'est vrai, c'est ton engagement dans l'Andros, régulier, où tu es quand même toujours, moi je le dis sincèrement, aux avant-postes. T'as encore gagné une manche cette année, hein? J'ai T'as au failli, moins cette belle satisfaction. j'ai failli parce que bon, j'ai eu un souci technique qui a fait que j'avais gagné la manche, la finale, j'étais en tête. Oui. L'accélérateur est resté coincé pendant 59 secondes, à fond pendant 2 tours. Et quand tu es en Oui, tête de d'accord. la, Mais et quand t'es ah en ouais, je tête croyais de que tu avais la quand même gagné une vraie course, enfin course, une vraie journée, non? j'ai failli parce que j'ai pas marqué les points de la finale puisque bah, l'accélérateur il reste coincé 59 secondes. Tu as deux solutions. C'est soit tu prends le coupe-circuit t'éteins, ou soit puisque tu es en tête d'une course, parce que tu as tout ce qu'il faut pour gagner cette course, bah, tu es prêt à aller au combat. Et Mhm. j'ai fait 2 tours à fond. Sauf qu'à un moment, bah, j'ai mis le feu dans les freins et j'ai pas eu d'autre Oui, choix que de mettre un grand coup de volant à droite pour pas percuter mon équipier. Mais d'accord. voilà, c'est ça, tu vois. Et ben ça, quand tu es capable de faire ça, tu peux prétendre être pilote automobile professionnel. Mhm. Et voilà, c'est ce qui m'a nourri toute ma vie de cette passion. Et voilà, bon, après, il faut quand même que ça marche bien. Et c'est vrai qu'il y a plein de petits jeunes qui arrivent, Oui, qui roulent tout l'été. Moi, je fais que l'Andros maintenant parce que j'ai une oui, société d'événementiel et je te fais pas de dessin sur les solutions qu'il faut trouver. oui, Euh, mais au moins, je pense que j'aurais été au bout des choses. oui, Et j'ai aucun regret. Et, et enfin, Laurent Frédéric, il y a un truc qui est très important, c'est de savoir quand il faut s'arrêter. Il y a tellement de pilotes mhm. qui ne savent pas s'arrêter, qui deviennent cons et voire aigris parce qu'on les a foutus dehors. Eh ben moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette case-là. Je me dis que j'ai eu la chance d'encadrer des jeunes à travers l'équipe de France, que j'ai Oui. envie de partager. J'ai fait des stages de pilotage, j'ai fait plein de choses pour les autres. Et parce que justement, j'ai fait un choix Mhm. de savoir jusqu'où je pouvais aller moi-même. Et ça, c'est super important. Pour vivre maintenant, c'est super important de vivre comme ça avec soi-même. Ah oui. Écoute, ce sont des paroles très sages là que tu nous adresses et je t'en félicite parce que bah Je me je vois force bien que pas. tu as bien analysé et que c'est franc, c'est honnête et c'est réfléchi et évidemment Franck, je te souhaite le meilleur dans cette nouvelle carrière qui va continuer parce que cette reconversion, si j'ose dire, dans l'événementiel ou dans d'autres activités que tu as pu avoir, parce que j'ai bien vu que tu en avais eu aussi d'autres, t'es bien préparé, tu as foi en l'avenir quand même. Et tu sais, c'est aujourd'hui, tu pilotes une société comme aussi un petit peu à l'instinct. Hein, t'as pas le Mhm. choix, il faut prendre des décisions, des directions de travail. Nous, ça fait maintenant 15 ans que j'ai une société d'événementiel. J'ai des clients, des clients qui aiment travailler avec nous et on aime travailler avec eux. C'est des gens qui nous respectent, que l'on respecte. On a toujours été là où on a toujours été juste. Donc, quand on aura appuyé sur le bouton pour nous libérer, on sera présent. Ils sont déjà demandeurs. Je sais que on fera de très très belles choses, peut-être encore beaucoup mieux qu'avant, parce qu'avant on pensait être bon, mais là on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner. Euh, et puis voilà, mais bon, oui, je pense que de toute façon, il y a des solutions qui se mettent en place hors contexte du sport automobile. Après, il y a une autre solution qui est intervenue dans ces derniers mois, c'est qu'effectivement, je devrais intégrer l'organisation de Max Mamers pour m'occuper de tout ce qui est sportif sur le Trophée Andros. Très bien. Ah, voilà une belle nouvelle qui Alors me voilà, ça me semble. permet de garder un pied dans le sport automobile parce que tu peux pas Oui, te faire tout ça et puis te barrer comme ça. oui, voilà, ça je te comprends. Je veux bien l'imaginer. Eh ben écoute, cette nouvelle, non seulement elle me réjouit évidemment pour toi et ton futur, et elle me semble parfaitement légitime. Tu vois ce que je veux dire? Tu t'es tellement investi dans l'Andros, tu faisais tellement partie de l'image de l'Andros depuis tant d'années que ça me semble complètement logique.
Oui, et puis c'est à la demande, pas que de Max Mamers, c'est aussi à la demande de Frédéric Javoson, le patron d'Andros. On a un vrai lien humain avec ces gens-là, comme j'en ai eu avec d'autres, hein, avec Henri Pescarolo, avec tous mes team managers, hein, que je respecte, avec Jean-Paul Driot, enfin tous les team managers que j'ai eu, hein, même Mm. de l'Est. On a, on a aussi ce côté à se dire les choses, vrai. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le trophée Andros, il a changé, il a muté. C'est-à-dire que c'est un mutant, Ouais. clairement. On est passé du thermique à l'électrique. On passe de pilotes de ma génération à des jeunes pilotes. Voilà, il faut trouver la bonne antidote pour justement à continuer Mm. à accompagner le trophée Andros. Et bon, moi, je suis un petit peu entre les deux. Et je pense que c'est cette fraîcheur avec de l'expérience que j'ai va pouvoir aussi booster le trophée. Et je suis très, très fier qu'il me l'ait proposé. Je suis Ouais, très, très ouais, fier. ouais. Alors, bien sûr que je suis heureux, mais je suis très fier parce que quand on m'a annoncé ça, j'ai eu une larme à l'œil dans le sens où je me suis dit, putain, ouais, bah, j'ai peut-être pas fait tout ça pour rien, quoi. Mm. Non, non, mais écoute, ça me semble être une juste récompense. Et franchement, bah, c'est une bonne nouvelle et merci de À la nous la primeur, révéler. vous l'avez, Alors dis donc, oui. Alors évidemment, je profite quand même de cette petite conversation et de ta présence pour feuilleter. On va pas y passer des heures, mais tu m'autorises à feuilleter trois petites pages en arrière parce que bon, on peut dire qu'on a le même âge à quelques mois près, Franck, et que en octobre 1994, toi, jeune pilote, et moi, jeune journaliste à France 2, tu te souviens que nous avons ce souvenir en commun, que j'étais bien à Suzuka pour France 2 pour suivre ce Grand Prix du Japon et que tu as participé à deux Grands Prix dans ta carrière, mais deux Grands Prix qui sont légendaires. Dans ces 30 dernières années, le Grand Prix du Japon 94 avec cette interruption pour cause de grêle, neige, et puis ce Grand Prix d'Australie qui suit avec le duel Hill-Schumacher, bah, tu y es. Voilà, tu y es pour l'Igier, on le sait, tu es titularisé pour deux Grands Prix, et tu as donc connu, moi j'ai envie de dire, l'enfer à Suzuka. Je suis donc moi dans les coulisses et je me souviens évidemment t'avoir suivi attentivement. Comment toi tu t'en souviens de ce week-end évidemment ô combien particulier et prestigieux pour toi et ta carrière? déjà, la première personne que je vais remercier, c'est Cesare Furio, qui était le team Mhm. manager de Ligier, qui, à la fin de mon championnat du monde de Formule 3000, où je finis deuxième à un point de Jean-Christophe Bouillon, Oui. me dit à Manicourt, il faut que je te vois au bureau, je voudrais que tu fasses les deux derniers Grands Prix. Donc, je connaissais, tout le monde avait roulé la saison. Moi, je faisais les deux derniers Grands Prix. Bon, ben, d'accord. Je connaissais pas les circuits, je connaissais pas la voiture. J'ai fait deux séances d'essai à Manicourt. Et on est parti dans l'avion avec Olivier Panis, mon vieil ami, et on apprenait sur un PC le circuit sur GP3. Ah oui, on en était là à l'époque. Ouais. Et bon, voilà, mais bon, tu as une voiture qui est quand même à 6 secondes autour. Ouais. Donc après, ben, à partir de là, ton premier adversaire, c'est ton équipier. Et moi, j'étais très heureux à Suzuka d'être au qualif à 3 dixièmes d'Olive, Mhm. qui avait fait la saison et qui, voilà, je me suis dit, bon, bah voilà, je suis là, quoi. Ouais. Après, les conditions dantesques de Suzuka font que, bon, c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu un gros accident parce qu'on voyait rien. On suivait la ligne jaune, la ligne blanche du bord de piste Ouais. pour voir où était la piste. Tellement on Ouais. voyait. Ouais. Donc voilà, voilà. Après, on parle bon, j'abandonne, hein. Parce que, T'abandonnes, tu t'accroches avec Martini, tu te souviens? oui, parce que si tu Ouais. veux, pour moi, on est en Formule 1. Mhm. Connaissant pas les pilotes qui sont là, je me suis dit, moi, je vois rien, mais je reste à fond. Et je me Mhm. suis dit, ils font comme moi. Sauf que Martin, Ouais. il n'y a rien, mais il a levé le pied dans la ligne droite Ouais. et je l'ai percuté avec 100 bandes de plus. Mhm. Donc, abandon. Et alors, Adélaïde, ce qui est assez incroyable, c'est que tu regarderas d'ailleurs, vous pouvez regarder sur les vidéos qu'il y a sur le. Je suis témoin de cette action parce que sur toutes les vidéos qu'il y a sur les réseaux sociaux ou partout, tu as Schumacher qui double à ce moment-là, qui ferme la porte à Damon Hill, et tu vois sur l'image, il y a une Ligier derrière. Ouais. C'était Ah moi. ouais. Non, non, mais maintenant que tu me le dis, ouais, ouais, tout à fait. Et j'ai été témoin de ces trucs-là. J'ai dit, mais non, ils sont pas accrochés, mais non. J'étais à 30 mètres. Ah ouais. Et tu te dis, bah, et là, à la radio, bah, tu dis, bon, il y a eu un accrochage, machin, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, je finis 11e. Ouais, Mais, tu mais finis. bon, quand tu es à 6 secondes autour. Mhm. Ouais. Mais Bon. voilà un petit peu ces deux Grands Prix. C'était un peu un cadeau empoisonné, parce que quand tu n'as pas d'expérience, si tu vas pas, tu es un lâche. Mhm. Et si tu vas pas, si tu vas, tu es un peu con quand même. Ouais.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'était un peu. Mais bon, après, je suis resté en contrat avec l'IG l'année d'après. Et là, bon, l'écurie a été revendue de Briator à Walkinshaw. Pardon, de Walkinshaw à Briator. Oui, Et donc, je suis passé à la trappe parce que Flavio avait déjà ses pilotes. ouais. Mais bon, je suis resté pendant un an essayeur et j'étais là aussi témoin de la victoire d'Olivier Panis en Tout à 96 fait. à Monaco. Je Ouais, faisais partie de l'équipe et j'étais très heureux pour lui, quoi. Voilà. ouais. C'est un moment de Non, non. partage aussi. Écoute, on peut pas te l'enlever. Pilote F1, bah c'est fabuleux, c'est exceptionnel. Et en plus, je te dis, tu as participé Mais à 2 grands prix incroyables. ouais, mais tu sais, pour moi, ces deux grands prix-là, quand je te parlais de cadeau empoisonné, c'est ok, tu es heureux de faire de la Formule 1 parce que du jour au lendemain, tu es pilote payant où tu Mm. galères et tu deviens pilote professionnel. Donc Mhm. ça sera le point le plus positif. C'est-à-dire que tu as fait de la F1, par exemple, j'ai été embauché dans les plus grandes équipes au Mans parce que j'ai Mhm. fait de la F1. Ouais. Et ça, chez Mercedes, chez Nissan, chez Panoz, Je vais t'en voilà. parler dans quelques instants, oui. Et c'est ce qui a fait que j'ai fait ces 10 ans au Mans. Ah oui, alors, c'est mon deuxième grand souvenir que j'ai Ah, avec je fais la toi. transition si tu veux, hein. Attends, répète, quoi? Je fais la transition si tu veux. Oui, c'est ça, bah, t'es impeccable parce que, attends, mais crois-moi qu'on va y venir aussi. Bah bon. Alors, mon deuxième grand souvenir avec toi, bah, c'est Le Mans et c'est l'année 99. Alors, ça va, c'est pas pour toi un souvenir heureux. Pourquoi? Ben, je replace dans le contexte. Il y a évidemment le drame Mercedes et l'envolée de Dumbrake le samedi soir. Et donc on apprend dans la foulée que vous allez vous arrêter là chez Mercedes. On rappelle qu'il y a un Français dans chaque voiture. Il y a Christophe Bouchu dans une voiture, il y a toi dans une, et il y a Jean-Marc Gounon dans une autre. Il y a les 3 Mercedes, il y a un Français qui est dans l'équipe. C'est quand même une sacrée reconnaissance. Et tu as donc évidemment une carte à jouer dans ce Mans 99 qui reste pour moi l'édition peut-être du siècle. Bon. Et avec le drame Mercedes, ben, on apprend que vous arrêtez, que vous abandonnez, ça s'arrête là, vous déclarez forfait littéralement. Bon. Et je me revois t'interviewer, Franck, devant le paddock, dans le paddock et devant l'hospitalité Mercedes. Et là aussi, je suis obligé de dire que tu as les larmes aux yeux parce que une sorte de rêve se brise, un rêve sportif. Et c'était très fort ta réaction, parce qu'on voit bien que c'est le pilote qui s'exprime, mais en même temps l'homme que tu es voit bien qu'il y a un problème chez Mercedes et tu es un peu ballotté, c'est le souvenir que j'en ai. Bon, voilà, 20 ans après, plus de 20 ans après, comment tu revois cette expérience du Mans avec Mercedes? Ouais, pour moi, Le Mans, c'est la plus belle course à laquelle j'ai participé parce que tu vis un moment de partage avec tes équipiers, avec l'équipe, avec les partenaires, avec tout ça. Pour moi, c'est vraiment la plus belle course. Et Henri Pescarolo me l'avait dit, il m'a dit, il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie, tu verras. Un jour ou l'autre, tu seras amené à faire l'endurance. Et il avait raison, Henri. Voilà. Et j'ai su l'écouter. Et donc, ces 10 ans, à chaque fois, alors sur 10 ans, Oui. j'étais 7 fois en tête de la course, jusqu'à 1 heure de l'arrivée. Ah Et quand ouais, tu es un pilote rapide, on te met toujours sur la voiture de lièvre, la voiture numéro 1. Et donc, ben, voilà, ouais. ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. Et voilà. Et l'année où je gagne avec la Courage, avec Pescarolo, on était en LMP1, il n'y avait pas encore les podiums. Oui. Et c'était justement Laurent Hielo, Ortelli et McNish? McNish qui gagnent. Ouais. Voilà. 98, J'ai gagné en effectivement. LMP1, mais il n'y avait pas encore les. Ah oui, effectivement. Mais alors tu sais que ça m'a surpris là, je revoyais ta carrière en prévision de notre petit entretien, et spontanément, tu vois, pourtant bon, j'ose dire que je connais le sport auto, on m'aurait dit combien de participations à Franck Lagorce aux 24 heures du Mans. Spontanément, c'est vrai que j'aurais dit 15 au moins. Ouais. Je suis pas en train de te dire que t'en as pas beaucoup avec 10, mais c'est vrai Ouais, que je mais pensais plus. non, mais 10 c'est déjà bien. Mais 10 dans Ah de bonnes oui, conditions, toujours en oui, proto, toujours dans une usine. Donc toujours tu fais ton métier. Et pour revenir sur Mercedes, l'info que je peux te donner, c'est que un quart d'heure avant on devait prendre le départ, ouais, j'ai été donc convoqué par Norbert Rowe dans son bureau, donc le big boss de chez AMG, ouais, de et l'époque. il avait convoqué deux pilotes. Et il m'a dit, Franck, est-ce que tu veux prendre le départ de la course? La voiture s'est déjà envolée 2 fois. Est-ce que tu veux prendre le départ de la course? Qu'est-ce que tu penses que c'est possible pour toi de monter dans cette voiture? Dans son bureau, un quart d'heure avant. J'ai Ah dit, mais, ouais, Norbert, il y a aucun problème. Je suis là pour faire mon métier. Moi, j'ai pas peur de mourir pour gagner les 24 heures du Mans. Et combien j'aurais de chance avec Mercedes AMG de gagner cette course? Donc, si elle s'envole, la voiture, ben, c'est le destin. Alors, je faisais pas le malin, mais franchement, j'étais prêt, quoi. J'étais ouais, prêt. Bon, elle s'est envolée là aussi devant moi. ouais, À 100 mètres, j'étais troisième de la course derrière Peter Dumbrake. Et juste à la speed de la Toyota, il est monté en l'air. Et voilà.
Et là, par contre, j'étais assez terrifié de ce qui s'est passé parce que je l'ai vu noir ou gris Ouais. dans les arbres. Et c'est en rentrant, effectivement, que tu m'as récupéré comme une petite Oui. cuillère. Parce que j'ai mis 20 minutes de descendre de la voiture. J'ai mis 20 minutes pour me dire, parce qu'ils m'ont dit, bon, dans les box, je suis rentré dans Mm. les box, et là, effectivement, voilà. Mais encore une fois, tu as de la chance de faire ce métier-là. Tu as de la Mm. chance Mm. d'avoir une équipe comme ça, tu as de la chance de pouvoir avoir des équipiers comme ça, tu as de la chance de vivre un truc qui était pas prévu d'ailleurs. Mm. Jamais Mm. j'aurais pensé faire cette carrière, hein. Ouais, ouais. Donc, putain, profite, quoi. Ben oui, ouais, super. Bon, bah, en tout cas, c'était très fort à tous les niveaux, ça c'est sûr. Je rappelle que ton meilleur résultat au Mans, bah, c'est en 98, là, tu nous en parlais, où tu fais cinquième au général. Alors effectivement, pas de podium dans la catégorie, mais cinquième au général. Et puis, t'as été associé avec Henri Pescarolo. Tu fais partie des derniers pilotes qui ont accompagné Henri lui-même en tant que pilote, hein. Ouais. C'est pas mal ça. C'est extraordinaire, c'est aussi une page de ce livre. C'est-à-dire qu'Henri, c'était mon premier équipier. Et Mhm. 10 ans après, je finis chez lui. Non, 2 ans après. Alors, 2 ans Ouais, après, sa 33e participation, j'étais avec lui dans la voiture, ouais, avec Emmanuel Collard. On ouais. était trois. Et puis, 10 ans après, je finis chez Henri Pescarolo comme team manager, la Voilà. carrière en endurance. C'est ça, exactement. Non, non, formidable, super. Bon. Alors, le troisième souvenir que j'ai avec toi, et il préfigurait ô combien bah, aussi ta reconversion, bah, c'est que tu te souviens que tu es venu commenter des courses comme consultant sur Motors TV. Tu te souviens qu'on a été associés dans une cabine et qu'on a Échangé. on a commenté des courses. Alors, Ouais. d'American Le Mans Series, ça j'en suis sûr. Puisque je me souviens à un moment donné, tu me parles du casque noir de Butch Lesinger, où tu me dis je lui laisse son casque noir parce qu'il fait trop chaud, ça va être horrible pour lui. Enfin bon, tu as commenté des courses américaines avec nous, avec Patrick Rivet et moi-même dans la cabine, ça je m'en souviens très bien, Franck. Ouais, ouais. Alors est-ce que tu as aussi un petit souvenir comme ça de ça, au moment où tu t'es dit tiens bah oui, parler dans un micro à la télé, ça me plaît aussi quoi. Alors, en 2006, j'avais annoncé l'arrêt de ma carrière en circuit. Oui. En 2006, j'avais été très clair, j'ai dit j'arrête. Mais bon, en parallèle, je m'étais laissé le luxe, entre guillemets, de pouvoir faire le trophée Andros, de pouvoir faire une ou deux piges à gauche et à droite, mais sans un vrai championnat, sans tout ça. Et en 2006, je savais déjà exactement ce que je voulais faire. D'accord. Aujourd'hui, on essaye de gérer l'événementiel, on essaye de continuer à avancer avec ce que l'on aime faire pour nos clients et amis. Mais en 2006, je savais que je voulais faire les médias. Je Ouais. savais très bien que je voulais faire partager ma passion, Mhm. la divulguer au plus grand nombre, que ce soit des spécialistes, que ce soit des néophytes. J'avais vraiment envie de faire ça. Et parce que j'ai trouvé que j'avais eu une chance extraordinaire de faire ce métier-là et que je trouvais que c'était important de la faire partager au plus grand nombre. Parce que tout le monde n'a pas cette chance-là. Et c'est un métier compliqué, dangereux certes, mais surtout très compliqué. Voilà, donc je savais où je voulais aller. Bon, bah écoute, t'as bien choisi parce que moi je me Oui, souviens très bien dans la cabine à mes côtés en consultant pur. Bah t'étais excellent évidemment avec toute la connaissance que t'avais du milieu et des sensations de course et de pilotage, ça c'est sûr. Après t'es plus passé dans un rôle effectivement d'intervieweur stand, pit lane reporter avec mais un côté très dynamique, Franck. Je suppose que je suis pas le premier à te dire ça. Tu y vas quoi. Tu vas bah, voir les gens, tu leur poses des questions quoi. alors, il faut que j'ai des cadreurs en forme. C'est ça Mhm. le vrai problème quand tu es comme ça dans les stands, c'est qu'il faut que ton cadreur soit vraiment en forme. Et la caméra pèse quand même 10-15 kilos. Ouais. Mais après, tu as des gars qui vont te dire ah, non, non, c'est bon, non. Et puis tu en as d'autres qui tous les ans veulent revenir parce ils sont passionnés aussi. Tu leur fais comprendre des choses. Et c'est vrai que quand j'étais dans les stands, moi je me couche sous la voiture. Bon, bah lui, il faut qu'il se couche avec, hein. Mais Ouais. voilà, mais c'est tellement génial de pouvoir faire ce métier-là différemment et encore une fois, instinctivement. Moi, je fais pas de politique, je fais pas ce genre de choses, ça m'intéresse pas. Je laisse ça à des gens qui ont fait des grandes études et qui pensent tout savoir. Non, je pense qu'aujourd'hui, il faut fonctionner avec le respect, l'honnêteté et l'instinct. Voilà, c'est ce qui peut te sauver aujourd'hui. Et, D'accord. euh, et voilà, donc quand tu as la passion et que tu essaies de la faire transpirer, ben voilà. Bon, mais alors ça continue ça, ce rôle, Ouais. Bah, depuis que j'ai arrêté en 2006, depuis 2007, je suis passé à France Télévisions, après à Canal+, après Eurosport, donc après avec Motors TV évidemment. Hmm. Et puis aujourd'hui, je suis revenu un petit peu sur Eurosport. Je suis très Oui, heureux qu'il me rappelle et qu'on puisse refaire des choses ensemble. Et puis bien sûr avec la chaîne L'équipe, puisque oui, ça fait hein, maintenant c'est 8 ans que je ça. suis consultant pour la chaîne L'équipe.
Et voilà. Alors la chance que j'ai aussi, j'ai commenté des courses de rallycross. Mhm. Pilote de rallycross. Mais un jour, j'ai eu la chance d'essayer cette voiture en Ah rallycross, ouais? chez Peugeot d'ailleurs. Bah oui, j'aurais dit, attendez, vous me faites parler tous les week-ends de choses que je ne connais pas. Ouais. J'ai essayé la voiture, et ben là, voilà, tu sais, même si tu as l'expérience de la course, tu as l'expérience de la voiture, bah tu te brodes, hein. Faut Ah broder ouais. après. Ouais, ouais, Mais c'est c'est ça. génial parce que tu apprends un règlement, tu apprends des noms, tu vois des garçons que tu connaissais pas forcément. Ouais, enfin, il y a tout ça, quoi. C'est plein de trucs. C'est un beau Bon. métier, d'ailleurs. Bah ouais, hein. Bon. Bah écoute, Mais je en suis tout pas cas, journaliste. J'ai toujours dit, je ne serai jamais journaliste, je ne veux pas être journaliste, je n'ai pas la prétention d'être journaliste. Je suis consultant. Voilà, c'est ça. Et tu es toujours très très bien dans ce rôle. Bon, bah écoute, super Franck. Alors, pour conclure, on va pas verser des larmes non plus pendant 3 heures non plus. Hein, t'es pas ce style-là, mais enfin c'est quand même donc un moment fort que tu nous as annoncé. Merci d'avoir réagi donc pour l'After Lap, le podcast du sport auto. Est-ce qu'il y aurait quelque chose que j'ai oublié dans une image, parce que là j'ai un peu lié toi et moi, tu vois, dans ces souvenirs. Mais est-ce qu'il y a quand même une image, un circuit, une course qui te revient aussi un peu spontanément en mémoire, là, dont tu voudrais peut-être nous parler aujourd'hui? Tu sais, entre comment te dire, il y a tellement de choses à dire. Mhm, bah oui. Oh, ouais, non, mais c'est Ah chiant, oui, hein. mais c'est la question piège, hein, là. Là, c'est pas préparé. Est-ce que tu penses à Entre quelque chose, voilà? le fait où t'es petit, t'as 10 ans, et ça c'était avant, on pouvait faire ce genre de choses avant. T'avais ton permis à 18 ans, tu pouvais pas forcément penser faire une carrière, parce que t'arrivais pas en Formule 1 à 25 ans. Et qui aurait prétendu, comme un garçon comme moi, parent coiffeur, passionné, mon père et maman passionnés bon, de mécanique, des Mm. week-ends tout le temps sur les circuits, qui aurait pu penser faire une carrière aussi belle que celle-là? Alors ouais, je suis une grande gueule, je dis les choses comme je le pense. Souvent c'est repris sur certains réseaux sociaux, mais c'est pas grave, au moins c'est vrai, c'est factuel. Je suis pas champion du monde de Formule 1, mais je vous souhaite à tous ceux qui critiquent, bah, justement de faire la même chose que au moins j'ai fait, et vous aurez l'occasion de vous exprimer sur des choses qui sont vraies et fondées. Ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que j'ai jamais eu d'objectif à faire une carrière, et je pense que c'est ce qui m'a sauvé, parce que j'avais pas les moyens de prétendre faire une Mm. carrière. C'est-à-dire que je faisais du kart. La première année, j'étais champion de France. Donc mon père m'a dit, bah, on continue. Mm. Et après, tous les week-ends, je venais sur les courses avec un niveau exceptionnel de pilote, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de problème d'argent. Il fallait se débrouiller à trouver deux, trois ronds pour courir, mais le plateau de pilote était fort. Et on s'est tous entraînés vers le haut. On est tous partis vers le haut, avec Muller et Larry à Yellow, enfin tous ces garçons-là, quoi. Et puis un jour, bah, j'ai fait la Formule Ford, et puis tout ça, mais jamais j'aurais pensé faire de la Formule 3 à cette époque-là. Mm. Mm. J'avais mon idole Jacques Lafitte, une autre idole, c'est Gilles Villeneuve. Génial, oui. Villeneuve, Jacques Lafitte, moi c'était mes deux idoles. Mais jamais j'aurais pensé faire une carrière. Et puis c'est quand j'étais champion de France chez Serge Saulnier en Formule 3, Ouais. j'ai dit merde, En peut-être un truc à 92. faire. En Mm. 92. Mm. Et là, là, je me suis vraiment mis à travailler différemment. Et je me suis dit, bah, j'ai une carte à jouer. Et Mm. je pense que voilà, c'est ça la vie. Quand tu es passionné, que tu vas au fond des choses et que tu es encore une fois honnête avec toi-même, ben, la vie t'offre une retraite à 52 ans bien méritée, voilà, avec quelques plâtres et quelques vices. Mais bon, on est encore là. Et Eh oui. il y a des garçons qui ont eu beaucoup plus de talent que moi et qui malheureusement ne sont plus là. Et voilà, on les regrettera tous les jours. Donc voilà. Voilà. Eh ben, ce seront les mots de la fin et ils sont forts, ils sont émouvants. Merci Franck, bah, de t'être Merci à rendu toi. disponible pour moi et pour nous, hein, pour toute ma petite communauté qui me suit. On te souhaite évidemment le meilleur pour la vie qui continue et on fait confiance à ton dynamisme, effectivement, pour reprendre l'expression, pour aller de l'avant et bien nous te montrer et nous réserver encore quelques petites activités ou surprises. Hein. Ok. Allez. Merci à toi et merci encore mille fois à mes amis, ouais, ma famille, mes partenaires, bien sûr, à tout le monde. Et vous avez contribué, vous avez contribué à faire de moi un vrai bonhomme. Voilà, merci à tous. Merci Franck. Allez, à bientôt. Salut.